tous et bienvenue dans cette deuxième séquence où je vais vous parler d'énergie, de puissance, de tension, d'intensité. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente les forces qui s'opposent à la force de traction développée par le moteur de la roue. Je vous remets le lien sur cette première vidéo au cas où. Ici je vais introduire les notions d'énergie fournie et de puissance. Donc l'énergie fournie, c'est égal au produit de la force exercée par la distance parcourue. Si vous déplacez un chariot de supermarché vide sur 100 mètres par exemple, vous dépensez une certaine énergie. Si maintenant le chariot est plein, vous dépenserez plus d'énergie à cause de la force de frottement qui est plus importante, et aussi s'il y a des rampes à franchir. Par contre, la force de traînée va rester négligeable, sauf si vous fassiez la course dans le supermarché bien sûr. L'énergie fournie ou encore l'énergie dépensée s'exprime par le produit de la force fournie par la distance parcourue. La puissance, c'est la quantité d'énergie fournie par unité de temps. Donc pour une énergie à fournir, si je la fournis dans un temps très court, j'ai besoin de beaucoup de puissance. Par contre, si je mets plus de temps à fournir cette énergie, j'ai besoin de moins de puissance. C'est toute la différence entre monter une côte lentement ou alors en courant. Plus un moteur est puissant, plus il peut fournir une énergie donnée dans un laps de temps court. La puissance à fournir est donc directement liée à la vitesse demandée, puisque la vitesse est la distance parcourue par unité de temps. Alors parlons maintenant du couple moteur. Mettons-nous donc dans la situation où nous devons monter une côte en roue. Il faut avoir à l'esprit que si la côte est très pentue, je peux très bien ne pas avoir assez de force pour la monter. Dans le cas du moteur de la roue, on parle de couple, ou torque en anglais. Donc, il ne suffit pas d'avoir un moteur puissant, il faut aussi qu'il puisse délivrer le couple demandé. Donc dans une voiture, c'est la boîte de vitesse qui permet d'adapter la vitesse et donc la puissance à fournir en fonction du couple demandé. Le couple maximum pour une voiture se situe aux alentours de 2000 tours minute environ sur un moteur diesel. Au passage d'ailleurs, puisque je fais de l'ULM, pour un moteur d'ULM, un moteur Rotax 912 pour les connaisseurs, le couple maximum se situe lui vers 5000 tours minute. Alors sur nos roues, il n'y a pas de boîte de vitesse, mais l'avantage c'est que le couple fourni lui est quasiment identique à n'importe quel régime moteur. C'est ça l'avantage des moteurs électriques. Alors parlons maintenant un peu des batteries. Donc pour une batterie, on parle d'énergie stockée. Donc l'énergie stockée dans la batterie s'exprime souvent par une puissance multipliée par une durée, exprimée en heures. Ça correspond bien d'ailleurs à la définition d'énergie. Donc une batterie de 2000 Wh pourra fournir une puissance de 2000 watts pendant une heure, mais aussi bien sûr une puissance de 200 watts pendant 10 heures ou 20 watts pendant 100 heures, etc. L'énergie stockée est délivrée dans le moteur via la carte mère en fonction des sollicitations que vous lui demandez. Donc si on prend l'exemple d'une V5F et d'une KS16X qui montent une côte, on va supposer que chacune possède un couple suffisant pour pouvoir la monter cette côte. Par contre la V5F avec une puissance nominale de son moteur de 550 watts ne pourra pas la monter aussi vite que la KS16X qui a une puissance nominale de 2200 watts. La V5F sera limitée par la puissance que peut délivrer le moteur. Bon, prenons un autre exemple, si vous montez une côte à vélo, vous allez fournir une puissance donnée qui est liée à votre force physique, à votre capacité à fournir cette force durant un certain temps. Et pour aller plus vite dans la côte, il vous faut plus de puissance, donc le moteur électrique d'un vélo permet d'ajouter cette puissance et vous permet d'aller plus vite. Ou alors, si vous voulez moins vous fatiguer, en allant aussi vite. Alors il faut aussi parler de puissance disponible par rapport à la puissance instantanée qui est demandée. Un moteur possède une puissance dite nominale, c'est ce qui est marqué sur les signalétiques des moteurs. C'est la puissance qu'il peut fournir de façon continue, sans se détériorer. Donc sur l'exemple du moteur d'ULM, il y a également une puissance nominale, elle est de 69 000 watts. On rappelle, la puissance moteur d'une 16X c'est 2200 watts. Mais le moteur présente également une puissance crête qui est supérieure, voire très supérieure. Cette puissance crête peut être fournie pendant un certain temps, mais pas de façon durable, car sinon le moteur va chauffer et se détériorer. Toujours pour le moteur d'ULM, que j'ai pris en exemple, celle-ci elle est de 73 500 watts. Et elle peut être fournie pendant 5 minutes maximum. Au-delà, le moteur risque de s'abîmer.
Pour un moteur de roue électrique de puissance nominale 1000 watts, eh bien, la puissance crête peut être tout aussi bien de 3000 watts, voire plus. Alors maintenant, parlons de puissance consommée. La puissance consommée, elle est variable selon les conditions. Si j'avance sur une roue plate, je vais consommer, mettons, 100 watts. Si la route se met à grimper et que je maintiens ma vitesse, je vais passer à 300 watts pour vaincre le poids. Si j'accélère dans la côte, eh bien, je vais demander momentanément 1000 watts pendant la phase d'accélération. Et puis je vais revenir à 500 watts en fin d'accélération, mais 500 watts supérieur à 300 parce que je vais maintenant plus vite. Il faut que j'arrive à vaincre la force de traînée qu'on a vue et la force de frottement qui est plus importante. Alors, parlons maintenant de puissance consommée et la manière dont la puissance s'exprime en fonction de la tension et de l'intensité. Donc, la puissance consommée par un composant électronique passif, par exemple une résistance, s'exprime par une formule très simple. C'est la puissance est égale à la tension exprimée par le symbole U multiplié par l'intensité. Donc P égale UI. La tension en volts, l'intensité en ampères. Cette formule très simple peut être utilisée aussi pour un moteur, bien qu'elle ne soit pas tout à fait exacte dans ce cas de figure. Cependant, on va dire que c'est une approximation qui reste globalement acceptable. On voit que pour une demande de puissance de 1000 watts, donc à une batterie pleine, par exemple dont la tension est de 100 volts, on va consommer donc 1000 watts divisé par 100 volts, soit 10 ampères. La même demande de puissance à une batterie quasi vide, donc mettons vers 75 volts, elle va demander 13 ampères, soit un tiers d'intensité en plus. On voit donc qu'il n'est pas équivalent de rouler à une vitesse donnée batterie pleine ou batterie presque vide. On consomme plus d'énergie, on va manger plus d'énergie de la batterie quand elle sera avec une tension plus basse. Alors on va parler du courant délivré. Du fait des composants électroniques qui la composent, la carte mère, elle ne peut pas délivrer un courant infini. Elle est limitée par un ampérage maximum qui correspond à la limite que certains composants électroniques peuvent fournir sans chauffer de trop. Ces composants, par exemple, c'est les transistors de puissance MOSFET qui alimentent directement le moteur. Si la limite de courant est dépassée, ils vont chauffer, voire fondre, si la chaleur qui dégage n'est pas évacuée suffisamment par les systèmes de ventilation. Donc il va donc y avoir un ampérage maximum délivrable. Et donc ça va également définir une puissance maximum délivrable. Attention, cette puissance maximum mais délivrable ne doit pas être confondue avec la puissance maximum constructeur du moteur. Là, c'est la puissance max que peut délivrer la carte mère avant qu'un de ses composants ne se mette à fondre. A priori, j'ai pas les spécifications des cartes mères, mais l'approche du courant max est signalée par la carte mère par le bip ou le tillback. Comme figuré sur ce tableau là, pour les roues Gotway qui indiquent la réduction de vitesse du tillback en fonction de la charge de la batterie, on voit que ça chute bien sûr et que passer 10% de batterie, il vaut mieux être sacrément vigilant. Alors on va prendre l'exemple d'une carte mère pour laquelle le courant max délivrable soit de 50 ampères. Bon, un chiffre je pense crédible, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Bon. Ça revient à une puissance max délivrable de 5000 watts pour une batterie à 100 volts et de 3750 watts pour une batterie à 75 volts lorsque la batterie donc est quasiment à plat. Donc on peut faire figurer ça sur un graphique où se déterminent des zones. Il y a une zone de confort, on peut y évoluer sans problème. Une zone de vigilance où on se rapproche du cut-off, c'est normalement là qu'intervient le tillback. La zone interdite étant au-delà du cut-off. Et les courbes que j'ai figurées en vert là illustrent un comportement classique, démarrage puis atteinte d'une certaine vitesse. Et on voit que la même demande de puissance quand la batterie est pleine, c'est la courbe de gauche, et quand la batterie est vide, c'est la courbe de droite, n'a pas les mêmes conséquences. Dans le deuxième cas, on approche de la zone de vigilance, et on ne peut pas aller aussi vite que si la batterie est pleine.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes proche de l'ampérage maximum, vous ne pourrez pas demander la même puissance à une batterie pleine qu'à une batterie presque à plat. Donc il ne faut pas demander les mêmes efforts au moteur sous peine de cut-off. Alors maintenant je vais vous parler de chaleur dissipée. Donc tout composant électronique dissipe une chaleur qui est liée à l'énergie qu'il absorbe pour fonctionner. Donc pour dissiper cette chaleur, des radiateurs sont disposés sur la carte mère. La circulation d'air autour des radiateurs est soit forcée par un ventilateur, ou alors naturelle par la circulation d'air via les entrées d'air, ou encore par la rotation de la roue. C'est le cas d'ailleurs de la KS16X. L'air évacue donc la chaleur émise par le radiateur, ce qui permet de refroidir la carte mère. Si pour une raison quelconque le radiateur ne permet plus d'évacuer la chaleur créée par les composants, alors la carte va se mettre à chauffer jusqu'à atteindre une température critique à laquelle ces composants ne fonctionnent plus correctement. Donc les causes, ça peut être une ventilation défectueuse, le ventilateur qui est en panne, le radiateur qui est encrassé par la boue, une des bouches d'aération qui est obstruée. Ça peut être lié aussi à une puissance demandée qui est plus forte que la puissance nominale pendant une durée suffisamment longue, ou encore par la température extérieure qui est trop élevée. Et le système n'arrive pas à refroidir parce qu'il fait trop chaud à l'extérieur. Donc la carte mère, elle surveille la température, elle vous avertit si elle entre dans une zone critique. A priori, c'est le dernier bip ou le tiltback. Autre sujet qu'il faut évoquer, c'est la variation de la tension de la batterie en fonction de la charge. Contrairement à l'alimentation électrique d'une maison où la tension reste toujours stable quelle que soit la charge que vous demandez, sur une batterie, la tension elle chute au fur et à mesure que la charge disponible dans la batterie baisse. Elle va baisser jusqu'à une tension dite de sécurité qui est gérée par les BMS, le système de gestion des batteries. Donc en deçà de cette tension, les batteries risquent de se détériorer. La chimie fait que la batterie risque d'avoir un comportement irréversible. La carte mère va donc prévenir quand la tension se rapproche de la tension de sécurité. Donc il faut savoir que cette chute de tension, elle n'est pas linéaire. La chute de tension est bien plus importante quand on approche de la tension de sécurité. Donc ça va très très vite à la fin. Parlons maintenant du cut-off. Donc de manière générale, le cut-off est donc provoqué par plusieurs situations, soit individuelles ou encore une combinaison de celles-ci. Donc c'est un ampérage demandé qui est trop important, une tension de batterie qui est trop faible, une température de la carte mère qui est trop importante, ou alors, un peu plus compliqué, le constat que l'énergie disponible dans la batterie ne permettra pas d'assurer la demande, ce que vous demandez pour par exemple une accélération, parce que ça va provoquer soit une forte chute de la tension, au-delà de la tension de sécurité. Donc tout cela pour dire qu'on peut tout à fait rouler à une allure réduite, par exemple dans une forte côte, en roulant dans du sable ou un terrain meuble, avec un fort vent de face. Et si on se met à accélérer, il peut y avoir à ce moment-là une demande d'ampérage trop forte, ou alors on peut atteindre une température très élevée de la carte mère, trop élevée, et ça risque de provoquer le cut-off, ou en tout cas le tiltback. Par contre, si vous êtes en descente, sur une route super lisse, avec une batterie pleine, avec du vent dans le dos, vous pouvez atteindre très facilement des vitesses très importantes sans risquer le cut-off, car votre demande de puissance, finalement, elle est modérée. Donc le cut-off n'est pas directement lié à la vitesse. D'ailleurs, il est également possible de provoquer un cut-off en freinant brusquement. Donc si l'ampérage demandé pour freiner dépasse l'ampérage max, ou bien que cela va faire diminuer la tension en deçà de son minimum de sécurité, alors la carte peut couper. Alors, le problème dans ce cas-là, c'est que le tiltback n'est d'aucun secours, vous êtes déjà en train de ralentir. Le problème est souvent valable, la situation arrive souvent quand la tension de la batterie est faible. Autant on a le réflexe de ne pas rouler trop vite quand on sait que la batterie est presque à plat, autant s'il y a un obstacle qui se présente, on va freiner du mieux qu'on peut sans se soucier vraiment du niveau de la batterie. Et là, danger. Donc pour toutes ces situations, il est primordial de ne pas désactiver le dernier bip qui sert à la fois aux limites de vitesse en fonction optimale
aux limites d'ampérage qui sont moins facilement appréciables, aux limites de température, aux limites de tension. Et bien sûr, de ne pas penser à rouler trop vite ou trop nerveusement quand le niveau de la batterie est en dessous de 30%. Alors jusqu'à présent, on a surtout évoqué les forces en situation de déplacement en ligne droite et à vitesse constante. Mais pour arriver à cette vitesse, il a bien fallu accélérer. Et pour cela, il faut fournir une force qui va vaincre l'inertie de la roue et de son passager. La force d'inertie est représentée ainsi. Dans ce cas, la vitesse V, c'est bien la vitesse par rapport au sol et non par rapport à l'air. Donc pour passer d'une vitesse V1 à une vitesse V2, sur une distance D donnée, il faut exercer une force supplémentaire qui est représentée par cette formule. Je rappelle, l'énergie fournie, c'est la force multipliée par la distance parcourue. On voit que plus D est petit, c'est-à-dire plus la distance demandée pour atteindre une vitesse donnée est petite, plus la force d'accélération doit être importante. Ça, on comprend assez logiquement. Et donc, si la force d'accélération est importante, eh bien, la consommation d'énergie sera importante. Autre conséquence, plus la masse à déplacer est faible, plus la force d'accélération est faible. Ou autrement exprimé, plus la masse est faible, plus la distance D peut être petite pour une même force appliquée. Ce qui fait qu'un wheeler léger va accélérer plus vite qu'un wheeler qui est plus lourd, même si les deux se penchent en avant de la même manière pour prendre de la vitesse. Donc de manière générale, les lourds sont quand même souvent désavantagés, sauf peut-être dans les descentes, ou alors avec du vent dans le dos. Alors là encore, du fait de la force demandée, il se peut très bien qu'en phase d'accélération, on dépasse l'ampérage maximum ou la tension minimum, ce qui peut provoquer une coupure de la carte. Donc méfiance, si vous êtes par exemple derrière un bus qui vous embête, mais qui roule déjà assez vite, et que vous accélérez comme un malade pour le doubler, le cut-off peut vous surprendre. Alors pour finir, j'ai pas évoqué une force qui intervient quand vous êtes en virage. Bon, quand vous tournez, il y a une force inertielle, dite force centrifuge, qui a tendance à vous écarter de la trajectoire. Pour rester sur la trajectoire, vous devez contrer cette force en vous penchant à l'intérieur du virage. Vous utilisez alors la composante de votre poids opposée à la force centrifuge. Donc, la force centrifuge étant perpendiculaire à votre sens de déplacement, elle n'a pas d'influence sur la consommation d'énergie. Bon, par contre, elle peut vous faire déraper s'il y a changement brusque de l'adhérence du sol, par exemple à cause d'une flaque d'eau ou une tache d'huile. Voilà, donc j'en ai fini avec cette deuxième vidéo. Là encore, si vous avez des compléments à apporter, n'hésitez pas. Je remets ici le lien vers la première vidéo. Vous pouvez aussi visiter ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par l'ULM. J'ai plutôt des vidéos de vol en ULM sur cette chaîne. Et je vous dis donc à bientôt pour la dernière vidéo sur le sujet de la roue.